Madame la maire, Oui. merci de nous recevoir ici avec la Terre Presse. Alors, nous avons sollicité cet entretien parce que vous êtes une des figures à la pointe de la mobilisation contre la fermeture de la maternité de Tannes, de l'hôpital de Tannes, qui devrait avoir lieu en mars 2019, donc en mars prochain. Alors, la crainte qu'on a, c'est que la validation du contrat de performance, qui est une directive qui vient tout droit de l'État, du ministère de la Santé, et donc qui est déclinée par l'ARS, qui contraindrait l'hôpital à faire des économies d'échelle. Donc, pour résorber le déficit actuel qui serait de 14 millions d'euros, mais qui aussi est amené à faire réaliser sur tous les hôpitaux de France une économie de 0,5% par an. Donc vous voyez bien qu'au bout de 10 ans, on devrait baisser les coûts de la santé de 5%. Donc la fermeture de la maternité, elle est essentiellement liée à des choix budgétaires. Pour moi, elle est liée à des choix budgétaires. Alors bien entendu, l'ARS va dire que c'est évidemment qu'un impératif de sécurité. Maintenant, pour fréquenter les personnes humaines qui travaillent, qui sont des gens très investis au niveau de la maternité, on peut remettre facilement en question cet impératif de sécurité. Pour faire très simple, l'idée que le GHR et que l'ARS amène, c'est de dire, ben voilà, nous n'avons pas forcément d'obstétricien ou de pédiatre qui serait en mesure d'intuber un enfant si jamais survenait une difficulté respiratoire à la naissance. Pour autant, les médecins anesthésistes sur place sont capables d'intuber eux aussi. Et deuxièmement, c'est un cas qui peut survenir sur 450 naissances, ça fait un cas. Pour éviter ce problème potentiel de 1 sur 450, on met 350 femmes sur la route et on rend potentiellement la possibilité que 350 femmes accouchent dans la voiture. Alors la voiture, est-ce que c'est un endroit qui est stérile? Est-ce que c'est un endroit qui est amené à recevoir la vie? Est-ce que la personne qui conduit est dans un état émotionnel suffisant pour pouvoir assumer la sécurité du véhicule embarqué? Moi, j'ai largement des doutes. Et Parce qu'actuellement, le nombre d'accouchements à Tannes est on aux est à alentours de 367. Cette année, 367. c'est en augmentation. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on ait rendu plus visible la maternité et que les professionnels de santé, notamment les sages-femmes et les puéricultrices, se soient investis dans la communication positive autour de la maternité et amené quelque chose? Je pense que oui, clairement. Euh, Par rapport à l'impératif de sécurité, j'aimerais juste rajouter autre chose, c'est que en amont, de toute façon, tout ce qui est grossesse à risque ou souffrance de l'enfant potentiel est détecté largement en amont. Donc, s'il y a le moindre risque, il est de toute façon orienté vers l'établissement de Mulhouse qui serait mieux créé en termes de professionnels de santé pour faire face à des pathologies bien particulière. Mais dans les arguments développés pour maintenir la maternité est aussi toute l'activité prénatale. C'est également Tout à ça fait, oui, oui. qui est précisé. La périnatalité, Oui. enfin en amont de la naissance, eh bien, il y a, et ça c'est l'équipe du docteur Lévesque, un vrai dépistage et un vrai accompagnement qui permet de fiabiliser 80%. Des femmes sont suivies quand même, alors que par ailleurs, dans d'autres secteurs, c'est 20%. Maintenant, ce qu'il faut, et là j'insiste parce que c'est un peu le travail de Reste, de rentrer, Reste dans l'association. oui, c'est de rendre la réalité des choses et de communiquer sur les services que peuvent apporter. Souvent une femme, et j'en suis, lorsque on a 23 ans, qu'on est enceinte la première fois,
eh bien, on va consulter chez son obstétricien juste à côté de son lieu de travail. Il se trouve que dans mon cas, c'était sur Mulhouse. Et donc, tout naturellement, quand tu veux accoucher, eh bien, tu vas accoucher, tu vas t'orienter vers les gens qui t'ont suivi, puisque dans le suivi apparaît une encre affective. Et une femme qui est sur le point d'accoucher a besoin d'être rassurée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rapproche d'une encre affective. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans tous les cas, ce n'est pas, ou c'est presque le fruit du hasard, que ce soit votre gynéco qui vous accouche. Et ça, les femmes ne se rendent pas compte. Donc, j'ai échangé avec beaucoup de gens dans la vallée qui me disent « Ouais, mais moi je vais à Mulhouse parce que mon gynéco est là-bas. » Mais ton gynéco, il ne sera pas là-bas au moment où ça survient. Donc, pour nous, c'est vraiment de creuser un peu le sujet, de l'amener un peu sur la place publique pour que les gens sachent, parce qu'on ne s'intéresse pas forcément à qui va vous accoucher alors qu'on est grand-mère ou que voilà. C'est vraiment d'amener ce point de vigilance, de dire attention, qu'il n'y ait pas ce taux de fuite, parce que finalement, on a quand même 50% des accouchements qui sont réalisés en dehors du bassin. Et c'est ce qui justifie un des arguments de l'ARS, de dire il n'y a pas assez d'accouchements, donc on ferme. Donc il faut vraiment que nous, on redore un peu le blason de la maternité et également de l'hôpital. Et ça, c'est un travail qui est en cours, puisque c'est de saisir les élus du coin pour qu'ils publient dans leurs bulletins communaux toutes les offres de soins qui sont effectuées à Tannes, et pas forcément d'envoyer quelqu'un pour de l'optique ou pour comment ça s'appelle ça, de l'urologie. L'urologie, il y a un service avec 2 médecins très compétents qui sont à Tannes, et que les gens perdent ce réflexe d'aller systématiquement sur Mulhouse alors qu'il y a une offre de proximité, et que d'en profiter, c'est aussi la justifier et la pérenniser. En fait, l'annonce de la fermeture de cette maternité est pour l'hôpital de Tannes pas un premier événement. Voilà. On peut remonter à 2016 si je ne m'abuse. Ensuite, il y a eu l'année dernière, en 2017, on a également fermé des lits de chir. d'urgence. Ouais. Oui, voilà. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sorte de dévitalisation d'un hôpital qui, à la limite, un jour risque de disparaître parce que... C'est pire que ça. En fait, effectivement, en 2016, fermeture des urgences. Il y a 3 facteurs à ça. Une mésentente entre les médecins. Or, aujourd'hui, les médecins sont tout puissants. S'ils veulent, ils viennent. S'ils veulent pas, ils viennent pas. Point. Deuxièmement, une approche managériale de ce conflit et de ce phénomène qui peut-être pas n'a pas apporté des réponses et n'a pas montré une volonté à tout prix de maintenir le service. Et troisièmement, toujours ce prétexte d'économie. Donc, je me suis fait avoir comme tous les autres élus, avoir entre guillemets, parce que le fait de justifier de 2-3 passages aux urgences, on pourrait dire que, voilà, de les envoyer Mulhouse, c'est pas un drame. Pour autant, en fait, le problème, c'est qu'on a perdu une permanence d'un médecin urgentiste la nuit. Et c'est donc ce qui va ensuite justifier que voilà, on n'a plus assez de médecins sur la maternité, ou en médecine, en chir. Et le début du délitement a commencé là. Et on n'est pas des spécialistes du sujet, nous les élus. Donc on a vu ça de loin. On a dit, bon, pour autant, les urgences de la journée... Et mon fils, d'ailleurs, s'est cassé l'olécrane et il en a bénéficié, ça fonctionnait quand même. Il a été opéré du coude à Tannes, ça a été super bien pris en charge. Mais on n'avait pas vu l'écueil suivant. Et donc maintenant, toujours dans des débuts d'économie, on a fermé des lits de chir parce que on va plus vers de l'ambulatoire. Et maintenant, la maternité. Et c'est là que moi j'ai eu un sursaut de conscience, me dire bon sang, mais
se mobiliser juste au moment de la fermeture ne suffit pas. Il faut qu'on fasse une veille, qu'on monte en compétences, qu'on se, comment dire, qu'on s'associe avec les sachants pour pouvoir être vigilant. Malheureusement, ce n'est pas le seul sujet qu'on peut connaître sur notre territoire. Donc, moi, j'ai trouvé des personnes qui veulent bien m'aider dans la lutte. Très vite, on s'est dit qu'il fallait que face à l'ARS, on fasse un front fort. Donc, très vite, on a monté cette association. On a les communes du Fond de Vallée qui ont tout de suite adhéré. Aujourd'hui, on est à plus de 350 adhérents. On a sorti la première newsletter. Je pense qu'on a déjà obtenu un entretien auprès de M. Lalonde, qui est quand même le grand chef du Grand Est de l'ARS. Ça va arriver là le 11 février. J'entends bien qu'on commence à être le grain de sable qui commence à les embêter. Parce que le fait qu'on se soit mobilisé, c'est tous les politiques qui eux aussi se sont obligés. Bon, je sais pas. En tout cas, on est là et on les aiguillonne et on leur demande de nous rendre compte de leur travail, sachant qu'on peut imaginer, et je pense que c'est la réalité puisqu'on l'a partagé hier, que tous ces leviers sont des leviers complémentaires et ce qui est visé, c'est en fait la politique de l'ARS. Parce qu'il y a cette espèce d'incohérence entre ce que dit le président, la proximité, la ruralité, et en fait, dans les faits, on voit que tout ce qui permet de dynamiser un territoire est sabré systématiquement. Donc, nous, on travaille sur cette incohérence-là. Vous avez rejoint avec l'association, je crois, donc qui s'appelle REST, la Renaissance voilà, des services hospitaliers TAN. Voilà. Et donc, vous êtes aussi dans une coordination nationale. Donc, apparemment, TAN n'est pas déjà dans la région. Altkirch est également concerné, mais plus globalement, du fait qu'il existe une sorte de coordination. Enfin, c'est pas une sorte, alors, une coordination. C'est effectivement, c'est la politique globale du ministère et son bras armé, l'ARS, qui pratique cette soi-disant optimisation des coûts et optimisation des services. Ça a du sens, on comprend. Moi, je veux dire, je suis élu, je suis gestionnaire de ma commune. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Néanmoins, dans toutes les mesures que je prends, c'est quand même la dimension humaine qui doit prévaloir. Et puis après, je veux dire, quelque part, c'est l'ARS. Ça fait 20 ans qu'on sait qu'on allait avoir un problème de démographie médicale. Ils n'ont pas anticipé, ils ont préféré faire venir des médecins de l'Europe de l'Est, et puis pour certains autres médecins de barrer la route. C'est pas cohérent, ça manque de cohérence, ça manque de... Alors, quelque part, aujourd'hui, ils demandent à nos territoires ruraux d'assumer leur politique depuis 20 ans, qui est merdique, appelons les choses par leur nom, au détriment de nos territoires, en disant mais on est vraiment désolé les gars, mais on n'a plus de médecins, ils veulent plus venir chez vous. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a des médecins. Moi, dans le village, j'ai une femme qui est émigrée de Russie, qui est diplômée de neurologie, qui a la traduction de ses diplômes avec des apostilles, avec tout ce qu'il faut. On n'arrive pas à le faire valoir. Moi, j'ai une neurologue directe. Elle prend sa blouse et elle bosse. Je veux dire, c'est quand même, elle était responsable d'un centre de réadaptation à Moscou, c'est quand même pas le tiers-monde, quoi. Je veux dire, on a des gens compétents, donc c'est pareil, un autre exemple par rapport à la politique de l'ARS. Nous avons des médecins généralistes très compétents qui aujourd'hui sont amenés à former en obstétrique et en pédiatrie des jeunes internes. Pour autant, comme ils sont fléchés médecins généralistes, pour autant ils sont titulaires d'un DU de pédiatrie, pour autant l'ARS ne prend pas en compte leur proposition de faire une permanence au niveau de l'hôpital. Donc on voit bien que c'est à la fois des règles qui sont beaucoup trop strictes et avec une application zélée,
et une incohérence, puisqu'un médecin généraliste, il est fléché généraliste. Pourquoi est-ce qu'il il forme des internes en gynéco? Moi, il faut qu'on m'explique. Je veux dire, normalement, enfin, dans tout cadre cohérent, celui qui enseigne, il est sachant, et il sait pratiquer dans ce domaine. Donc, c'est... D'où votre revendication de l'association qui propose d'ailleurs une meilleure articulation entre médecine libérale, médecine publique. En fait, là, on a ce problème de démographie médicale auquel il faut répondre. La loi Montagne a été mise en œuvre pour que dans des territoires ruraux où l'accessibilité aux soins de par la distance permette des adaptations. Donc le fait qu'on n'ait pas de pédiatre sur place ou pas assez de pédiatre pour effectuer un roulement nous permettrait de dire, bon sang, on a des gens compétents qui n'ont pas forcément le bon fléchage, mais on les prend et on les utilise puisqu'ils sont volontaires. Et je veux dire, c'est des médecins qui ont 60, 65 ans. Je veux dire, c'est pas des perdreaux de l'année. Je veux dire, ces gens-là, s'ils font cette proposition, ils l'en font en connaissance de cause et en responsabilité. Or, l'ARS est totalement hermétique à ce genre de choses parce que ça ne sert pas leurs intérêts, dans la mesure où leur intérêt, c'est de réaliser les économies d'échelle. C'est très pervers. Est-ce qu'on peut, qui peut garantir que cette politique-là conduit, in fine, à des économies? Mais il n'y a pas de garantie. Il y a une garantie de tableau Excel, mais les coûts sociaux ne sont pas pris en compte. Je veux dire, les coûts, même pour les communes, elles assument les pompiers. Les pompiers, aujourd'hui, ils sont des taxis rouges, sont pas des taxis des ambulances. Mais les pompiers, c'est aussi notre collectivité qui les prend en charge. Pour autant, c'est pas dans leur tableau Excel à eux, c'est dans les nôtres. Et donc, comme les coûts sont portés par d'autres structures, pour eux, c'est tout bénef. Donc, en global, si on regarde entre le coût social et en termes de coût d'organisation, moi, je suis persuadée que c'est plus coûteux. Simplement, c'est pas le même budget. Eux, ils ont un tableau Excel. Alors, vous voyez, l'autre jour sur les réseaux sociaux, j'ai vu, ils ont fait des super petits nounours sur les murs, des couloirs du pôle mère-enfant. C'est très chouette, c'est très beau. Mais est-ce que la priorité, c'est pas de mettre du temps de sage-femme, du temps de puéricultrice pour que la mère accueille ce nouveau-né qui est un être à part, pour qu'elle commence à l'allaiter, parce que je rappelle que l'allaitement, c'est tout ce qui est apport d'immunité naturelle, et puis c'est vachement chouette, il n'y a pas besoin de biberon, donc le coût social. Le problème, c'est que les gens les plus aisés, ils auront cet accompagnement, mais les gens les plus défavorisés, qu'une sage-femme s'asseye à côté d'elle, ou qu'une puère s'asseye, oui, ça fait mal, mais attendez, ça va passer, vous allez vous habituer, et vous verrez derrière, l'allaitement, ça devient un plaisir aussi. Et ce lien, et c'est là le coût social, c'est que le lien que l'allaitement peut mettre en place, il est très fort. Et pour des publics les plus sensibles ou les plus défavorisés, il est ultra important parce qu'il amène aussi des économies de biberons, des économies de santé pour l'enfant. Mais tout ça, finalement, moi j'ai entendu des trucs, mais à hurler, du genre, donc pour faire sage-femme, il y a quand même 5 ans d'études. Mais comme on se dit qu'il faudra transférer les femmes qui accouchent en ambulance, on va former les pompiers. Donc les pompiers vont avoir 5 jours de formation sur les premiers gestes quand une femme accouche. Donc je suis allée voir les pompiers, je dis les gars, vous êtes au courant que vous êtes des Superman? Parce qu'en 5 jours, on va vous substituer 5 ans d'études quand même. Il faut entendre des choses. Ou des gens qui prennent position dans des grandes instances, qui disent oui, mais aller sur Mulhouse, qu'est-ce que c'est 3 jours dans la vie d'une femme? Et puis, une autre composante,
c'est que le pôle de Mulhouse sature déjà aujourd'hui. Les sages-femmes sont en burn-out. Vous savez que le responsable des urgences à Mulhouse a lui aussi démissionné. Il y a un vrai problème de management parce qu'on ne met plus, selon les besoins, le personnel en rapport. Et là, c'est toujours la litanie qui revient. Ah, mais c'est la démographie médicale. Mais je ramène ça quand même, c'est le boulot de l'ARS. C'est pas le boulot ni des élus, ni des gens du territoire. C'est le boulot du ministère et de l'ARS d'anticiper. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Voilà. Vous avez demandé une entrevue à la ministre de la Santé. Oui. Elle vous a donné une réponse? Bon, vous attendez encore. J'attends encore, je ne désespère pas. Néanmoins, vous savez, ça fait 2 fois qu'on va projeter là, le temps d'urgence. C'est un film de Monsieur Tran qui retrace un peu le combat. Je ne sais plus dans quelle région, ça m'échappe là à l'instant. Je ne sais pas si on peut avoir de grandes attentes d'une réunion avec Madame la ministre. Pourquoi? Parce que c'est son bras armé qui lui remonte les informations. Donc elle va être dans un discours de sécurité, de dire, ben voilà, on n'aura pas l'hyper spécialiste en mesure d'intervenir. Mais pour elle, ce sera beaucoup plus facile d'évincer le volet humain, le volet social. Donc oui, nous sommes en demande de ce rendez-vous. Oui, nous allons persévérer et continuer à renouveler, puisqu'on est relativement pugnace quand même. Mais j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Et c'est là que les adhésions à REST sont importantes, parce qu'il faut qu'on montre qu'on est un volume de gens qui sommes en désaccord avec la politique et qu'il faudra compter avec nous. Alors, justement, ça, c'est une belle transition sur cette seconde réflexion que nous voulions un peu récolter auprès de vous. Il y a quand même une mobilisation excessivement intéressante, parce qu'il y a eu cette pétition, je crois, avec 13 000 signatures. Oui, alors il y en a en plus en papier, donc voilà. Bon, donc, le chiffre, je ne l'ai pas en oui, tête. mais ça rentrait dans les... C'est dans les 20 000, bon. voilà. Donc c'est indiscutablement un succès. Bon. Mais Ensuite, dites-moi aujourd'hui, qui pourrait être contre? Oui, justement. Alors on va y venir, parce que entre l'opposition à la fermeture, bon, il y a quand même eu aussi une manifestation assez impressionnante à Tannes, on n'en voit pas tous les jours comme cela. On a vu que le personnel de santé s'est également mis dans la boucle avec les sages-femmes, les médecins. Il y a un médecin qui a fait un petit film qu'on peut voir sur Facebook. Bref, il y a autour de votre appel une vraie adhésion. Oui. Alors, est-ce que... Et les élus aussi, bon, je ne sais pas si je l'avais dit. On est dans une période où cette question de la territorialité, de l'abandon des territoires, tout d'un coup devient maintenant un problème majeur dans ce pays, à tel point que ça oblige le président de la République à tout d'un coup se souvenir qu'il y a des maires et à les rencontrer, etc. Pour aller jouer les pompiers à nouveau. Voilà, c'est exactement ça. Mais en même temps, il y a quand même une prise de conscience, je crois, dans le pays, qui se dit on ne peut pas continuer comme ça sur l'abandon des services publics, sur l'appauvrissement des territoires. Est-ce que vous ressentez auprès de vos administrés, auprès de vos collègues élus, que ce qui est en train de changer un peu dans le pays, sans vouloir parler de polariser que sur les gilets jaunes, mais globalement, le soutien à ce mouvement montre qu'il y a une profonde insatisfaction dans le pays, et qui est liée non pas seulement à des problèmes d'impôts, de pouvoir d'achat, mais aussi à ce sentiment d'abandon. Est-ce que vous ressentez ça? Et comment? Abandon, incohérence et je dirais même mépris de la part de nos édiles. Si aujourd'hui le président Macron s'appuie sur les maires,
je pense que ce sont les seuls politiques qui sont encore crédibles. Honnêtement, quand je vois des scandales des monsieur... Benalla. non, oui, alors Benalla, alors là, la cohérence, alors là, je crois qu'on est dans les abysses de tout ce qu'on pourrait faire. Je veux dire, on attendait des sanctions normales, mais non, il y a une certaine impunité. Et donc là, on peut le mettre en face du mot incohérence. Passe-droit aussi. Après, là où il y a du mépris, c'est que quand on voit dans le Tour de France du président que ce sont les préfets qui choisissent les maires les plus serviles, qui ont le droit à la parole, les réponses qui sont données, qui sont d'un autre ordre. Je pense que ce monsieur habite sur une autre planète. Moi, j'ai très peur. Parce que petit à petit, quand on voit les gens qui sont méprisés, qui commencent à avoir de la vraie défiance envers les politiques, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner une cristallisation, une radicalisation, et on est assis sur une cocotte minute. Et j'ai bien peur que toutes les mesures qui sont prises, les positions qui sont données, sont les positions qui mènent à de la défiance. Et je trouve que c'est de la provocation. De la provocation. Et je dis que c'est très grave parce que non seulement les politiques vont être décrédibilisés, donc ils n'auront plus de poids, mais en plus, j'ai peur que ça explose et qu'on n'arrive plus ensuite à s'organiser. Ça me fait vraiment très peur. On a vu que sur Stocamine, par exemple, on va changer de sujet, encore que mon propos n'est pas de changer de sujet, mais de polariser sur les actions. C'est un bon exemple. On a une population largement opposée, des élus largement opposés qui le disent. Il y a même une commission d'enquête qui vient de donner des conclusions. Et or, le ministre de Rugy décide que ce sera le confinement. Eh bien, c'est un bon exemple. On bosse et puis on ne tient pas compte. Je ne sais pas par quel truchement il a pu prendre cette décision sans tenir compte des rapports qui ont été... et de la volonté populaire. Et là, encore une fois, on marche sur les jeunes générations, puisque on leur confiera un truc là. Dans 200 ans, personne ne s'en souviendra. Et puis, il y aura une pollution, mais après tout, dans 200 ans, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sera plus là à sévir, quoi. Mais bon, ma question est... moi, je trouve que c'est un bon exemple. Oui, voilà, mais très souvent, nos élus, députés, etc., tiennent parfois un discours ici, et pas tout à fait le même à l'Assemblée nationale. Ils sont alsaciens à Usseren-Westerling, mais ils sont girondins, ils ont jacobins à Paris, donc... là, est-ce que vous ne croyez pas justement à l'exemple de Stocamine, si on le ramène à Thann, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Parce qu'à Stocamine, il y a eu un collectif des Stocamines, il y a eu des élus qui, après beaucoup de tergiversations, se sont quand même alignés. Il y a même eu le député Schellenberger a même dû faire une commission d'enquête. Enfin bref... mais néanmoins, malgré cela, la décision d'en haut tombe comme un coup près. Comment faire pour éviter ça à Thann ? Je pose la question, à quoi sert-on ? À quoi nous, élus, à quoi nos députés servent ? Si effectivement, je crois qu'autant rentrer chez nous et en parler à Mancheval, quoi. Je veux dire, à un moment, on peut se poser la question, à quoi sert-on ? À quoi le Sénat sert ? Et avec les coûts qu'ils engendrent, est-ce bien raisonnable, s'ils ne servent à rien, de les maintenir ? C'est des vraies questions. Et c'est là qu'on rejoint l'histoire de la défiance vis-à-vis de nos édiles politiques. Les Gilets jaunes prouvent par leur mouvement
que finalement toutes ces instances ne servent plus à rien si elles ne sont plus crédibles. Et on en revient là à la cohérence. Est-ce qu'on ne faudrait pas relire un peu nos classiques qui nous disent qu'en fin de compte, toute modification sociétale ou dans la société vient très souvent quand même d'une mobilisation populaire. Clairement. Et est-ce que c'est pas aujourd'hui, est-ce que la seule chance que nous ayons n'est pas de transformer cette colère qui existe bien, sous forme de propositions concrètes avec des succès arrachés? Est-ce que la maternité de Tannes n'est pas un peu, ne pourrait pas être un peu l'emblème de cette... Si. Bon, alors, est-ce que les élus ont conscience de ça? Est-ce qu'ils contribuent à la mobilisation de leurs concitoyens? Est-ce qu'on en est là? La question, c'est lesquels élus? Disons à quel échelon? Vous savez, on peut taper sur les élus en disant ben voilà, ils font pas leur boulot, mais il faut pas oublier aussi que les gens, plutôt que de regarder plus belle la vie, s'ils s'intéressaient un peu, s'ils se saisissaient des sujets, peut-être que les choses évolueraient autrement. Et j'en reviens à reste, si nous avons essayé de fédérer des adhérents et de faire un bloc, c'est bien cette dynamique-là que nous essayons de mettre en place.